Bienvenue sur notre chaîne Murmure de minuit. Ici, ce sera votre portail vers l'inconnu. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos histoires terrifiantes. Que votre voyage soit rempli de frissons. C'était le genre de défi qui m'avait toujours animé. Me mesurer à la nature, repousser les limites de ce dont je me croyais capable. Mon nom est Lucas Weber, et à 29 ans, j'avais soif d'une expérience qui me mettrait à l'épreuve d'une manière que je n'avais jamais été testé auparavant. J'étais un aventurier dans l'âme, je vivais à Hambourg, et l'attrait de la forêt noire, ou Schwarzwald comme l'appellent les Allemands, était irrésistible. La forêt noire m'a toujours intrigué par sa canopée dense et ses traditions anciennes. J'avais planifié pendant des mois, organisant méticuleusement mon équipement, étudiant les techniques de survie et me préparant pour le terrain accidenté. Mon objectif était simple, survivre seul au cœur de cette forêt pendant une semaine. Je l'ai envisagé comme un test d'endurance, d'habileté et de force mentale. Lorsque je suis arrivé près de Baden-Baden, la forêt m'a accueilli avec une épaisse couverture de brume, du genre qui s'accroche à ma peau et vous glace jusqu'aux os. L'air était vif, et le sol de la forêt était une courte pointe de feuilles mortes et d'aiguilles de pin. Les arbres, imposants et anciens, semblaient murmurer des secrets des âges passés. J'ai ressenti une vague d'excitation et d'appréhension lorsque j'ai commencé mon périple dans la nature. La première journée s'est déroulée dans le flou de l'installation du campement, de la collecte de bois de chauffage et de l'exploration des environs. La forêt était belle mais impitoyable. J'étais prudent, je suivais méticuleusement mon plan, j'installais des collets et des pièges, et j'étais constamment à l'affût des signes d'animaux sauvages. La forêt noire avait la réputation d'être un royaume de défis, mais rien ne m'avait préparé à l'effroi qui a commencé à s'installer le deuxième jour. J'ai remarqué quelque chose d'étrange, des traces qui n'étaient pas typiques de la forêt. Les empreintes étaient plus grandes, plus définies, comme si quelqu'un avait délibérément essayé d'obscurcir leur présence. En suivant ces pistes, je suis tombé sur quelque chose d'horrible, les vestiges de ce qui ressemblait à un camping récent. Des objets éparpillés, une tente déchirée, une chemise tachée de sang et une odeur faible mais indubitable, la pourriture. Un frisson me parcourut l'échine. La forêt, avec sa tranquillité trompeuse, cachait quelque chose de sinistre. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. Chaque bruissement dans les sous-bois, chaque claquement d'une brindille sous mes pieds, me mettait sur les nerfs. Je suis devenu de plus en plus paranoïaque, mais j'ai persévéré, déterminé à relever mon défi. Le troisième jour, j'étais épuisé, à la fois physiquement et mentalement. J'avais trouvé d'autres preuves de la disparition d'autres aventuriers, leur équipement abandonné, leurs affaires éparpillées. Les indices indiquaient une fin brutale. L'idée que quelqu'un ou quelque chose s'attaquait à ces aventuriers est devenue une réalité terrifiante. J'ai trouvé une traînée grotesque de carnage qui m'a conduit à une scène macabre. Les restes de plusieurs individus, leurs corps mutilés d'une manière à la fois glaçante et indubitable. Il était clair que le responsable n'était pas seulement un prédateur, c'était quelque chose de beaucoup plus malveillant. La panique s'est installée. Je n'avais aucune idée de qui ou de quoi il y avait là-bas, mais je savais que je devais rester vigilant. Le lendemain, j'ai entendu un bruit qui m'a fait battre le cœur, un grognement sourd et guttural qui semblait résonner dans la forêt. J'ai alors réalisé que je n'étais plus seulement en train d'explorer, j'étais pourchassé. Chaque bruit dans la forêt devenait une menace potentielle. Je ne pouvais plus faire la différence entre les bruits naturels de la forêt et ceux qui étaient délibérément destinés à me faire peur. La chasse a commencé. J'ai essayé de rester caché, me déplaçant silencieusement à travers les broussailles, mais c'était en vain. Le chasseur était habile, expérimenté et implacable. Sa présence était partout, une ombre dans les arbres, un bruissement dans les feuilles. Je l'ai aperçu, une silhouette se déplaçant avec une précision inquiétante, toujours hors de portée. Je pouvais sentir les yeux du chasseur sur moi, qui regardait, attendant le bon moment pour frapper. Le cinquième jour, ma chance s'est épuisée. J'étais épuisé et désorienté. J'avais fait une erreur critique.
J'étais trop confiant dans ma capacité à déjouer mon poursuivant. J'ai été pris dans l'un des pièges du chasseur, un nœud coulant fait d'une corde solide qui s'est resserré autour de ma cheville, me tirant de mes pieds et me balançant impuissant. J'ai lutté, mais cela n'a servi à rien. Le chasseur sortit de l'ombre, le visage obscurci par un masque grotesque, un sourire tordu se répandant sur ses traits. Il s'est approché de moi lentement, savourant le moment. J'étais terrifié, mais déterminé à ne pas céder facilement. Alors qu'il se dressait au-dessus de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un homme. C'était un prédateur qui considérait les humains comme la proie ultime. Ses yeux brillaient d'un plaisir sadique, comme si la poursuite était devenue un jeu pour lui. Il m'a traîné jusqu'à sa tanière, un abri de fortune caché au fond de la forêt, une fosse caverneuse où il avait caché les restes de ses précédentes victimes. Le spectacle était horrifiant. Des corps à divers stades de décomposition, des effets personnels éparpillés parmi les restes et des outils utilisés pour son horrible travail. C'était un témoignage effrayant de la brutalité qui s'était produite dans cette forêt. Dans mon désespoir, je savais que je devais agir rapidement si je voulais survivre. J'ai réussi à me libérer du piège à l'aide d'un couteau caché que j'avais gardé en cas d'urgence. Je n'avais pas le temps d'éprouver du dégoût ou de la peur. La survie était mon seul objectif. Le chasseur a été momentanément distrait, ce qui m'a donné une chance de m'échapper. J'ai pris ce que j'ai pu, quelques provisions et une arme de fortune, et je me suis enfui dans la forêt. La forêt, devenue mon ennemi autant que ma prison, est devenue un labyrinthe de terreur. Chaque pas semblait être un piège mortel potentiel. Le rire du chasseur résonnait à travers les arbres, un son qui hantait chacun de mes mouvements. L'environnement semblait conspirer contre moi. Les branches s'étendaient comme des mains agrippantes, et le sol de la forêt était un enchevêtrement de racines et de sous-bois. Malgré mon désespoir, j'ai réussi à utiliser ma connaissance de la forêt à mon avantage. J'ai installé mes propres pièges en espérant ralentir le chasseur. J'ai utilisé le terrain à mon avantage, créant de fausses pistes et des cachettes. Le chasseur était implacable, mais il n'était pas infaillible. Il y a eu des moments où j'ai pu lui échapper en utilisant mes connaissances de la survie et mon endurance physique pour rester en tête. Le 7e jour, alors que mes forces diminuaient et que mon espoir diminuait, je suis tombé sur un sentier étroit qui sortait de la forêt. C'était une lueur d'espoir dans une situation autrement sombre. J'ai suivi le chemin avec toute l'énergie qui me restait. La présence du chasseur devenant une menace lointaine à mesure que je m'approchais de la lisière de la forêt. Quand j'ai finalement émergé de la forêt noire, j'étais à peine reconnaissable. Échevelé, épuisé et couvert de crasse. La vue de la civilisation était à la fois un soulagement et un choc. J'avais survécu, mais l'expérience m'avait laissé des cicatrices. La forêt m'avait mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper, et le fait de savoir que j'avais été chassé comme une proie était une réalité que j'emporterais avec moi pour toujours. Par la suite, j'ai appris que la forêt noire ne présentait pas que des dangers naturels. Il cachait une présence plus sombre, plus sinistre. Le chasseur n'a jamais été retrouvé, et la forêt est restée un lieu de mystère et de peur. Mon expérience m'a rappelé la mince ligne entre l'aventure et la terreur, et la réalité obsédante que parfois les plus grandes menaces viennent de l'intérieur des endroits mêmes que nous cherchons à conquérir. J'ai toujours été animé par l'appât de l'inconnu, une passion qu'elle a allumée dans ma jeunesse par les récits d'explorateurs qui se sont aventurés au cœur de territoires inexplorés. Mon nom est Pedro Nogueira, un explorateur brésilien de 40 ans, et le travail de ma vie a été consacré à la cartographie des coins inexplorés de la forêt amazonienne. Récemment, je me suis lancé dans ce que je pensais être une autre expédition de routine. Une exploration d'une région éloignée marquée par d'anciens sentiers indigènes, un endroit qui avait à peine vu la lumière de la civilisation. Le voyage a commencé avec l'excitation et l'anticipation habituelles. Mon équipe d'assistance m'a déposé à un endroit désigné, et avec un équipement minimal et un sens de l'aventure, je me suis aventuré dans le feuillage dense. L'Amazonie est un royaume d'une immense beauté et d'une complexité intimidante.
un endroit où chaque ombre et chaque bruissement recèlent un mystère. Ma tâche consistait à naviguer dans cette vaste étendue et à documenter les chemins inexplorés. J'avais confiance en mes compétences et en mon expérience, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait. Je suivais un sentier prometteur depuis plusieurs jours, ma carte et ma boussole me guidant à travers l'épais sous-bois. Les premiers signes d'un chemin bien tracé ont rapidement cédé la place à un terrain moins défini et plus difficile. C'était exaltant de ressentir le frisson de la découverte, mais en m'aventurant plus profondément, je me suis rendu compte que je m'étais écarté de la route prévue. Le sentier, une fois dégagé, est devenu de plus en plus alambiqué et inconnu. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réalise que j'étais perdu. La panique s'est installée lorsque les points de repère familiers ont disparu, remplacés par un labyrinthe désorientant d'arbres et de vignes. La jungle, autrefois un beau labyrinthe, semblait maintenant comme une force vaste et oppressante se refermant autour de moi. Je m'attendais à ce que la jungle soit traîtresse, mais la réalité était bien plus intimidante. Mon sens de l'orientation me faisait défaut, et la canopée toujours présente au-dessus semblait se déplacer, ce qui rendait difficile de déterminer l'heure de la journée. Alors que j'errais sans but, j'ai commencé à remarquer des signes de présence humaine, de la fumée s'élevant au loin, des restes de ce qui ressemblait à de vieux feux de camp. Mon soulagement initial a rapidement été éclipsé par une prise de conscience troublante. Les signes que j'ai vus n'étaient pas ceux d'une expédition amicale ou d'une équipe de recherche. Au lieu de cela, ils ont fait allusion à quelque chose de bien plus sinistre. Il y avait des restes de vêtements, du matériel mis au rebut et des traces de ce que l'on ne peut décrire que comme des abris de fortune. Le sentiment d'être observé se renforçait à chaque pas. Les jours se sont transformés en un flou de désespoir et d'épuisement. J'étais à court de provisions et mes tentatives pour trouver une issue ont été infructueuses. Mon environnement est devenu de plus en plus étrange lorsque je suis tombé sur ce qui semblait être un camp plus structuré. Au début, il ressemblait à un camp de base installé par des explorateurs ou des chercheurs. Cependant, à mesure que je m'approchais, l'horrible vérité est devenue évidente. Le camp n'était pas un havre de paix, mais le site horrible d'une opération illégale. Le camp était un cauchemar. Il y avait des outils chirurgicaux rudimentaires éparpillés et l'air était épais d'une odeur de décomposition. Des taches de sang marquaient le sol, et je pouvais voir des restes de ce qui avait été autrefois des corps humains. Le camp était le centre d'un commerce horrible, le trafic d'organes. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'étais au milieu d'un réseau de criminels qui capturaient et exploitaient les gens, prélevant leurs organes pour les vendre sur le marché noir. Les preuves de leur horrible commerce étaient partout. La peur m'a envahi lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'étais tombé au cœur d'une opération criminelle et ils étaient au courant de ma présence. Les trafiquants, armés et impitoyables, me surveillaient probablement depuis des jours. Ma tentative d'évasion a été vaine. J'ai été rapidement encerclé et capturé. Être emmené dans leur base cachée était comme entrer dans un cauchemar vivant. Le camp était un labyrinthe d'installations médicales de fortune et de cellules de détention. J'ai été jeté dans une petite pièce sombre où je pouvais entendre les cris étouffés et les hurlements des autres captifs. Les trafiquants étaient brutaux et efficaces. Ils semblaient opérer avec un détachement froid, accomplissant leurs horribles tâches avec une précision clinique. J'ai été forcé d'assister de mes propres yeux à leurs opérations. Le prélèvement des organes, la préparation de la vente et l'élimination des restes. La cruauté pure et simple de tout cela était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Malgré les obstacles, j'ai trouvé un moment d'opportunité. Les trafiquants ont été momentanément distraits et j'ai saisi l'occasion de m'échapper. La lutte pour ma liberté a été brutale. J'ai réussi à maîtriser un garde et à m'enfuir dans la jungle, mais les blessures que j'ai subies pendant la lutte ont rendu la fuite atrocement difficile. La jungle, qui avait été autrefois un obstacle, semblait maintenant comme un adversaire en soi. Mes blessures étaient graves et l'environnement m'offrait peu de réconfort ou de soulagement. À chaque pas, la jungle devenait plus oppressante.
La douleur de mes blessures était accablante et mes forces s'affaiblissaient. J'ai essayé de suivre la direction que j'espérais me ramener à la civilisation, mais le feuillage dense et l'aggravation de mon état rendaient presque impossible la navigation. Ma fièvre s'est aggravée et l'infection de mes plaies a commencé à se propager. L'espoir s'est amenuisé lorsque j'ai réalisé que mes chances de survie diminuaient rapidement. J'étais au bord de l'effondrement quand j'ai finalement succombé à mes blessures. Mes forces m'ont lâché et je suis tombé au sol, la jungle se refermant autour de moi. La forêt, autrefois mystérieuse et belle, était devenue un tombeau. Mon corps, affaibli et brisé, a finalement été avalé par l'immensité implacable de l'Amazonie. La jungle m'a pris non seulement la vie, mais aussi l'horrible vérité de ce que j'avais découvert. Ma disparition était un mystère perdu dans l'immensité de la forêt, et la réalité brutale de l'opération de trafic d'organes que j'avais découverte restait enfouie dans ses profondeurs. L'Amazonie, avec ses secrets impénétrables et sa nature inflexible, a fait en sorte que mon histoire, et la vérité sur les horreurs dont j'avais été témoin, n'atteindrait jamais le monde extérieur. Mon destin est un sombre rappel des dangers qui se cachent dans les endroits les plus reculés et les plus sauvages du monde. La jungle, avec toute sa beauté et ses périls, a fait une autre victime, ne laissant derrière elle que des ombres et des questions sans réponse. Quand je repense à ce week-end fatidique, je suis hanté par le contraste saisissant entre la beauté saisissante de la forêt boréale et les choix déchirants que j'ai dû faire. Mon frère Thomas et moi avons toujours partagé une passion pour la chasse, une passion qui, ces dernières années, était devenue plus un souvenir qu'une pratique. En vieillissant, la vie et ses responsabilités avaient creusé un fossé entre nous. Ce voyage avait pour but de combler ce fossé, de nous reconnecter et de redécouvrir la camaraderie qui définissait autrefois notre relation. Thomas avait 32 ans et moi 28 ans. Nous étions des chasseurs chevronnés, familiers avec le terrain accidenté et le temps imprévisible de la nature sauvage canadienne. Nous sommes partis avec l'optimisme de raviver notre lien en direction de la vaste étendue de la forêt boréale. La forêt était animée par le bruissement des feuilles et les appels lointains de la faune, un rappel brutal de la splendeur indomptable de la nature. Notre plan était simple. Passer 2 jours à chasser dans une région que nous connaissions bien, un endroit où notre père nous avait emmenés il y a des années. Nous avons planté notre tente près d'une petite clairière, entourée de pins imposants et d'un sous-bois dense typique de la région. Le premier jour s'écoula avec l'aisance de la familiarité, le frisson de la chasse nous rappelant les temps plus simples. Nous avons parlé, ri et nous nous sommes remémorés notre enfance, le genre de conversation qui était devenu rare dans notre vie d'adulte. Le deuxième jour, cependant, tout a changé. Alors que nous nous aventurions plus profondément dans la forêt, Thomas a repéré une cible potentielle et a suivi avec impatience une piste. Je suis resté à la traîne, mes pensées revenant à nos conversations précédentes. Soudain, j'ai entendu un cri, suivi d'un bruit de fracas. Je me précipitai en avant et trouvai Thomas étendu au fond d'un ravin étroit. Il avait fait une chute d'environ 10 pieds et était clairement à l'agonie. Sa jambe était tordue à un angle anormal et il se tordait de douleur. Le voir comme ça était presque trop difficile à supporter. J'ai essayé de le réconforter, mais il était clair que sa blessure était grave. Nous étions à des kilomètres de la civilisation et l'aide la plus proche est à au moins une journée de voyage. Je savais que les chances que nous nous en sortions vivants étaient minces. Le cœur lourd, j'ai pris la décision d'essayer de le ramener au camp. Le terrain était traître et le poids de sa blessure faisait des ravages sur moi. Chaque pas était une lutte. Le sol de la forêt était inégal et jonché de rochers et de racines. J'ai fabriqué une civière de fortune à partir de notre équipement, en le soulevant soigneusement dessus. La pluie avait commencé à tomber, transformant le chemin en un désordre glissant et boueux. Le froid s'est installé rapidement, ajoutant à la triste réalité de notre situation. Au fil des heures, la douleur dans la voix de Thomas est devenue un rappel constant de l'urgence de notre situation. J'étais épuisé, mais ma détermination n'a jamais faibli. Je savais que le quitter n'était pas une option.
pas quand il y avait une chance, aussi mince soit-elle, de le sortir vivant. Au moment où j'arrivais au camp, le jour déclinait et l'obscurité s'installait. J'étais trempé, mes vêtements s'accrochaient à moi, et le froid avait commencé à s'infiltrer dans mes os. L'état de Thomas s'aggravait. L'hypothermie s'installait, et ses marmonnements fiévreux devenaient incohérents. La dure réalité était que notre situation était désastreuse. À l'approche de la nuit, j'ai réalisé que je n'aurais peut-être pas assez de temps pour obtenir de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. L'obscurité était maintenant complète et la forêt autour de nous s'animait des bruits des créatures nocturnes. Le sentiment d'isolement était écrasant. Le désespoir m'a fait penser à toutes les solutions possibles, dont aucune ne semblait réalisable. J'ai pensé à aller chercher de l'aide, mais la route la plus proche était trop loin. Notre téléphone satellite avait perdu son signal plus tôt, nous laissant sans aucun moyen de communication. Je me suis retrouvé face à un choix brutal, rester avec Thomas et le regarder mourir lentement, ou essayer de me sauver et chercher de l'aide, l'abandonnant à un destin incertain. Le cœur lourd et l'esprit déchiré par la culpabilité, j'ai décidé de m'aventurer dans l'obscurité. J'ai enveloppé Thomas dans notre équipement le plus chaud, essayant de le protéger du froid envahissant, et je suis parti avec l'intention d'atteindre la route la plus proche. J'avais à peine fait quelques centaines de yards que j'ai entendu un bruit inquiétant, un grognement bas et guttural. J'ai eu le souffle coupé à la gorge quand j'ai réalisé qu'un prédateur avait été attiré vers nous, probablement par l'odeur du sang de Thomas. Le lobo émergea de l'obscurité, ses yeux brillaient d'une manière menaçante. J'ai attrapé une lampe de poche et l'ai agitée frénétiquement, dans l'espoir de l'effrayer, mais la bête ne s'est pas découragée. Il s'est jeté sur moi avec un grognement féroce, et j'ai ressenti une douleur brûlante lorsque ses dents se sont enfoncées dans mon bras. Je me suis battu de toutes mes forces, réussissant à le repousser assez longtemps pour m'échapper. Mais j'étais blessé, et le loup m'avait laissé saignant et faible. Je suis rentré au camp en titubant, mes forces déclinant. La morsure sur mon bras saignait abondamment et je devenais de plus en plus désorienté par la perte de sang et l'épuisement. Mon corps me lâchait et je savais que je devais prendre une décision finale. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Thomas, qui était maintenant inconscient, sa respiration étant à couper le souffle. Le quitter a été la décision la plus atroce que j'ai jamais prise. Mais mon instinct de survie m'a poussé à aller de l'avant. Je ne pouvais plus risquer ma propre vie. J'ai surmonté la douleur et la fatigue, me forçant à continuer sur le chemin que j'avais choisi. Le froid était mordant et mes blessures faisaient de chaque pas une bataille. J'étais à peine conscient quand j'ai finalement atteint la route, mais les secours étaient enfin en route. Je me suis effondré sur le bord de la route, mon corps cédant sous l'effort. J'ai survécu cette nuit-là, mais le coup a été un lourd fardeau que je porterai pour toujours. L'équipe de secours m'a trouvé et a fini par localiser Thomas, mais il était trop tard. Il avait succombé à ses blessures, et je me suis retrouvé avec le poids écrasant de savoir que ma décision avait conduit à sa mort. Chaque nuit depuis, j'ai rejoué les événements dans ma tête, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. La forêt boréale, autrefois un lieu d'aventure et de fraternité, est devenue un monument à mon échec. Il me reste la marque indélébile de ce terrible choix, un rappel des limites de l'endurance humaine et des conséquences inéluctables de la survie. J'ai toujours été quelqu'un qui cherchait du réconfort dans la nature. Quand la vie est devenue écrasante, j'ai su où aller pour me retrouver. Les arbres sans fin, le ciel immensé, le vent contre ma peau, ce sont les choses qui m'ont ancré quand tout le reste avait l'impression de m'échapper. Mais les derniers mois avaient été différents. L'obscurité s'était glissée dans mes pensées, obscurcissant tout ce que j'aimais autrefois. La dépression, comme il l'appelait. Je me sentais juste vide. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la randonnée à travers Östmarka, une forêt pas trop loin d'Oslo. J'avais besoin de me reconnecter, de trouver quelque chose de réel au milieu de l'engourdissement. C'était au début de décembre. Les jours devenaient de plus en plus courts et froids de semaine en semaine. Les prévisions étaient désastreuses
annonçant une tempête de neige qui balayerait la région. Mais je les ai ignorés. Quelque chose dans l'idée de marcher dans une forêt enneigée, seul avec mes pensées, m'a séduit d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Peut-être avais-je envie de solitude, de tranquillité, de chance de me perdre et, espérons-le, de trouver quelque chose qui vaille la peine de s'y accrocher. Je suis parti tôt ce matin-là, le ciel d'un gris terne et oppressant. La neige avait déjà commencé à tomber légèrement, saupoudrant le sol comme du sucre sur un gâteau. L'air était vif, me mordant les joues, mais cela ne me dérangeait pas. Cela m'a fait me sentir vivant. J'ai marché pendant des heures, le bruit de mes bottes craquant dans la neige étant le seul bruit pendant des kilomètres. J'avais une carte, mais je ne l'ai pas utilisée. Je connaissais assez bien la forêt, du moins c'est ce que je pensais. Au fur et à mesure que la journée avançait, la neige commençait à tomber plus abondamment, d'épais flocons tourbillonnant dans le vent. Le ciel s'est assombri et j'ai réalisé trop tard que je m'étais éloigné du sentier principal. J'ai essayé de faire demi-tour, mais la neige avait déjà recouvert mes empreintes. La panique a commencé à s'installer, mais j'ai forcé à descendre en me disant que je pouvais trouver mon chemin. J'étais déjà allé à Östmarka de nombreuses fois auparavant. Je savais comment me débrouiller dans la nature. Mais la tempête devenait plus violente. Le vent hurlait à travers les arbres comme une chose vivante. Le froid s'est aggravé, me rongeant les doigts et les orteils. Et bientôt, je n'ai plus pu distinguer une direction d'une autre. J'étais bel et bien perdu. Il n'a pas fallu longtemps à la peur pour resserrer son emprise sur ma poitrine. Je savais à quel point ces forêts pouvaient être dangereuses, surtout dans une tempête comme celle-ci. L'hypothermie était une menace réelle et j'étais terriblement mal préparé. Le désespoir s'est installé et j'ai commencé à chercher un abri. La neige était aveuglante maintenant. Le monde autour de moi réduit à un flou blanc. Ma respiration s'est faite par halètement, le froid me brûlant les poumons. Juste au moment où je pensais ne pas pouvoir faire un pas de plus, j'ai repéré quelque chose à travers la neige. Une forme sombre, à moitié enfouie sous les congères. En m'approchant, je me suis rendu compte que c'était une cabane, vieille et décrépite, mais toujours debout. Un soulagement m'a envahi alors que je trébuchais vers lui, mes jambes pouvant à peine me porter sur les derniers mètres. La porte était raide de froid, mais j'ai réussi à la forcer à s'ouvrir. À l'intérieur, la cabine était aussi froide que l'extérieur, l'air épais d'une odeur d'humidité et de décomposition. C'était une chambre individuelle avec une petite cheminée, une table en bois branlante et un lit recouvert de couvertures poussiéreuses et rongées par les mites. On aurait dit que personne n'y était allé depuis des années. Je savais que la cabine n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Au moins, cela me protégerait du vent. J'ai cherché tout ce que je pouvais utiliser pour allumer un feu, mais il n'y avait rien. La cheminée était vide, le tas de bois à l'extérieur enfoui sous des pieds de neige. J'ai trouvé une vieille boîte d'allumettes dans un tiroir, mais elles étaient humides et inutiles. Je me suis enveloppé dans les couvertures du lit, bien qu'elles offraient peu de chaleur. Les heures s'écoulaient lentement, la tempête faisant rage à l'extérieur avec une férocité qui ébranlait les murs de la cabane. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer dans mes os, drainant mes forces à chaque minute qui passait. Mes pensées ont commencé à se brouiller, glissant dans un brouillard d'épuisement et de peur. J'ai essayé de rester éveillé, sachant que si je m'endormais, je ne me réveillerais peut-être plus. Mais le froid était implacable, un ennemi cruel qui ne faisait pas de quartier. À la tombée de la nuit, la température baissait encore plus. Le vent hurlait dehors, et la cabine grinçait et gémissait comme si elle pouvait s'effondrer à tout moment. Je me blottis dans un coin, frissonnant de manière incontrôlable, mes dents claquant si fort que j'ai cru qu'elles allaient se casser. Les ténèbres me pressaient, épaisses et suffocantes. J'essayais de me concentrer sur le fait de rester éveillé, de rester en vie, mais il devenait de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts. Mon esprit a commencé à me jouer des tours. J'ai vu des ombres se déplacer dans les coins de la pièce. J'ai entendu des chuchotements qui ne pouvaient pas être là. Je me suis dit que c'était juste le vent, mais au fond de moi, je savais que c'était quelque chose de plus. La cabane était vieille,
Oui, mais il y avait de la malveillance, un sentiment de quelque chose qui attendait dans l'obscurité, quelque chose qui était là bien avant mon arrivée. Cette pensée me terrifiait, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas partir. La tempête m'a pris au piège. À un moment donné, j'ai dû m'endormir parce que quand j'ai ouvert les yeux, c'était le matin. La tempête s'était calmée, le vent s'était réduit à un faible gémissement, mais le froid était pire que jamais. Mon corps était raide, mes doigts engourdis et inutiles. J'ai essayé de bouger, mais c'était comme si mes muscles avaient oublié comment. La panique a jailli en moi, mais je l'ai repoussée. J'avais besoin de rester calme, de réfléchir. J'ai dû sortir de là. Je savais que si je restais dans la cabine, je mourrais. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été accueilli par un mur de neige. Il s'était accumulé pendant la nuit, bloquant complètement l'entrée. J'étais piégé. J'ai essayé de creuser pour m'en sortir, mais mes mains étaient trop froides, trop faibles. La neige était comme de la glace, dure et inflexible. Après ce qui m'a semblé être des heures de lutte, j'ai abandonné et je me suis effondré sur le sol en signe de défaite. Les heures ont passé, mais elles m'ont semblé des jours. Mon esprit vagabondait, glissant dans et hors de la conscience. J'ai pensé à ma famille, aux gens que j'aimais, à la vie que j'avais vécue. Je me demandais s'il me trouverait un jour, si quelqu'un saurait même que j'étais parti. La pensée que je pourrais mourir seul dans cette cabane, ensevelie sous la neige, me remplissait d'un chagrin profond et douloureux. Lorsque la lumière a commencé à s'estomper, j'ai su que la fin était proche. J'étais trop faible pour bouger, trop froid pour réfléchir. Ma respiration s'est faite par halètements superficiels, tous plus douloureux les uns que les autres. J'ai pensé aux choses que je n'avais pas faites, aux endroits que je n'avais pas vus. J'ai pensé à la vie que j'avais essayé de trouver et à la façon dont elle m'échappait à chaque seconde qui passait. Il y a eu un moment, juste avant que l'obscurité ne me prenne, où j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. C'était comme si la forêt elle-même m'enveloppait dans ses bras, m'accueillant dans son étreinte froide. Je n'avais plus peur. Je n'étais rien. Juste une partie du blanc sans fin, un fantôme perdu dans la neige. Lorsqu'ils ont finalement trouvé la cabane, des semaines plus tard, ils n'ont rien trouvé d'autre qu'une coquille vide, à moitié enterrée dans les bancs. Il n'y avait aucun signe de moi, aucune trace de la vie que j'avais vécue autrefois. Juste le silence, le genre que seule la neige peut apporter. Et quelque part, au fond de la forêt, je reste une partie du paysage, à jamais perdue dans le froid. Lorsque j'ai décidé d'installer mes enfants dans une cabane isolée dans les Pyrénées, ce n'était pas un choix né d'une fantaisie. Le poids de la mort récente de ma femme pesait lourdement sur moi, et je cherchais du réconfort dans l'isolement, espérant que la quiétude des montagnes nous offrirait un peu de répit à notre chagrin. Je suis Arnaud Dubois, un homme de 40 ans qui vivait autrefois une vie de contentement ordinaire, maintenant transformé en un père fatigué, aux prises avec le vide insupportable laissé par l'absence de ma femme. Notre nouvelle maison était censée être une retraite, un endroit où nous pourrions commencer le lent et douloureux processus de guérison. Ce que nous ne savions pas, c'est que la forêt avait ses propres plans pour nous. La cabane était nichée au plus profond de la forêt, entourée d'arbres centenaires dont les branches noueuses semblaient s'étendre comme des doigts squelettiques. Au début, le cadre était serein, presque pittoresque. Le silence des bois, rompu seulement par l'appel lointain d'un oiseau ou le bruissement des feuilles, contrastait fortement avec le bruit chaotique de nos vies d'avant. Mais bientôt, ce silence a commencé à passer de l'apaisement à l'oppression. Ça a commencé subtilement. Une ombre fugace à la limite de ma vision, un sentiment d'être observé. Je l'ai attribué à mon imagination débordante, alimentée par le stress et les nuits blanches. Les enfants, Léa et Julien, essayaient de s'adapter, leur esprit juvénile égayant parfois l'atmosphère sombre. Pourtant, même eux ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. C'est Léa qui a mentionné la première avoir vu une silhouette entre les arbres, une forme sombre qui semblait nous observer de loin. J'ai écarté ces préoccupations, supposant qu'il s'agissait simplement d'un tour de la lumière ou d'une imagination débordante.
Cependant, au fil des jours, les observations sont devenues plus fréquentes. La figure apparaissait plus proche à chaque fois, toujours tapie à la périphérie de notre vision, disparaissant chaque fois que nous tournions notre regard directement vers elle. Ce n'était plus une simple invention de notre esprit, c'était réel. Poussé par un mélange d'effroi et de curiosité, j'ai décidé d'enquêter. Un après-midi, armé d'une lampe de poche et d'un but, je me suis aventuré dans la forêt. Les arbres semblaient se refermer autour de moi pendant que je marchais, leurs formes tordues projetant des ombres étranges sur le sol de la forêt. C'est là, au milieu des sous-bois épais, que je suis tombé sur quelque chose d'inquiétant. D'anciens symboles gravés dans les troncs des arbres. Ils étaient grossiers et altérés, mais indubitablement délibérés. Les symboles semblent être une forme de marquage primitif, comme si les arbres eux-mêmes étaient vivants avec une histoire que je ne pouvais pas comprendre. De retour à la cabine avec un sentiment de malaise croissant, j'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être étaient-ils des vestiges d'anciens rituels ou des signes laissés par les habitants précédents. Pourtant, au fur et à mesure que les jours passaient, la présence devenait plus audacieuse. Je pouvais sentir son regard malveillant même quand j'étais à l'intérieur, le sentiment d'être observé ne me quittant jamais. Les ombres semblaient chuchoter, bien que je ne pusse distinguer de mots cohérents. La forêt a commencé à réagir à notre présence. Ce qui avait été autrefois un lieu de calme semblait maintenant animé d'une énergie menaçante. Le vent hurlait à travers les arbres avec une intensité surnaturelle, et le sol semblait se dérober sous nos pieds. Plus nous essayions de l'ignorer, plus la forêt devenait agressive. Des bruits étranges remplissaient la nuit, des cris lointains, des claquements de brindilles, et un sentiment troublant que quelque chose se déplaçait juste au-delà de la portée de nos lanternes. Un soir, alors que j'étais assis seul dans le salon, l'air s'est soudainement refroidi. Les flammes de la cheminée vacillaient sauvagement, projetant des ombres déformées sur les murs. Puis, la vision de ma femme est apparue devant moi. Son visage était un masque grotesque de chagrin et de douleur. Je l'ai contactée, mais elle a disparu, ne laissant que l'écho de ses cris angoissés. Les visions devinrent plus fréquentes, toutes plus troublantes les unes que les autres. Je ne pouvais plus faire la distinction entre la réalité et l'hallucination. Désespéré de protéger mes enfants, j'ai décidé de quitter la cabine. J'ai rassemblé Léa et Julien avec l'intention de s'échapper de la forêt oppressante. Pourtant, alors que nous tentions de partir, la forêt semblait conspirer contre nous. Les chemins que nous avions empruntés auparavant sont devenus tortueux et inconnus. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, changeant et changeant pour nous piéger dans son étreinte. La panique s'est installée alors que la forêt devenait plus hostile. Les arbres se refermèrent, leurs branches s'entremêlant pour nous barrer la route. Le chemin autrefois familier vers la cabane était maintenant un labyrinthe d'ombres et de ténèbres. Léa et Julien se sont accrochés à moi, les yeux écarquillés de peur alors que des forces invisibles semblaient les tirer. Malgré nos tentatives de fuite, nous avons été ramenés à la cabane, chaque tentative de partir ne faisant qu'aggraver notre piégeage. Au milieu de nos efforts effrénés, Léa et Julien ont disparu. C'est arrivé si vite que j'ai à peine eu le temps de réagir. Un instant, ils étaient là, et l'instant d'après, ils étaient partis, semblant avalés par les ténèbres mêmes qui nous entouraient. Mon cœur battait la chamade alors que je les cherchais, en appelant leur nom, mais la forêt n'offrait aucune réponse. Seulement le silence froid de la nuit. Seul maintenant, je faisais face à l'entité qui nous tourmentait. Ce n'était pas une simple figure, mais une force ancienne, une présence liée à la terre elle-même. Il semblait se délecter de mon désespoir, se nourrissant de ma peur et de mon chagrin. La forêt était devenue un cauchemar vivant, un lieu où le temps et la réalité semblaient se déformer. J'errais dans ses profondeurs, mon esprit s'effilochant à chaque instant qui passait. Alors que les jours se transformaient en un cycle sans fin de jours et de nuits, j'ai commencé à perdre le contact avec la réalité. La forêt est devenue un labyrinthe sombre, les arbres chuchotant et se déplaçant autour de moi. Je ne pouvais plus dire si j'étais éveillé ou si je rêvais. Mes seuls compagnons étaient les échos de ma propre folie
et les visions spectrales de ma femme et de mes enfants. Finalement, la forêt m'a emporté. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir été consumé par les ténèbres, d'être attiré dans la terre même. Lorsque les autorités sont finalement arrivées, elles ont trouvé la cabane vide, épargnée par le temps, comme si personne n'y avait jamais vécu. La forêt, elle aussi, semblait inchangée, ses secrets cachés sous des couches de bois anciens et d'ombre. La cabane dans les Pyrénées reste un lieu de mystère, un témoin silencieux des horreurs qui se sont déroulées entre ses murs. Il témoigne de la force sombre et énigmatique qui réside au cœur de la forêt, attendant que la prochaine âme s'approche trop près de son emprise. C'était le genre de défi qui m'avait toujours animé, me mesurer à la nature, repousser les limites de ce dont je me croyais capable. Mon nom est Lucas Weber, et à 29 ans, j'avais soif d'une expérience qui me mettrait à l'épreuve d'une manière que je n'avais jamais été testé auparavant. J'étais un aventurier dans l'âme, je vivais à Hambourg, et l'attrait de la forêt noire, ou Schwarzwald comme l'appellent les Allemands, était irrésistible. La forêt noire m'a toujours intrigué par sa canopée dense et ses traditions anciennes. J'avais planifié pendant des mois, organisant méticuleusement mon équipement, étudiant les techniques de survie et me préparant pour le terrain accidenté. Mon objectif était simple, survivre seul au cœur de cette forêt pendant une semaine. Je l'ai envisagé comme un test d'endurance, d'habileté et de force mentale. Lorsque je suis arrivé près de Baden-Baden, la forêt m'a accueilli avec une épaisse couverture de brume, du genre qui s'accroche à ma peau et vous glace jusqu'aux os. L'air était vif, et le sol de la forêt était une courte pointe de feuilles mortes et d'aiguilles de pin. Les arbres, imposants et anciens, semblaient murmurer des secrets des âges passés. J'ai ressenti une vague d'excitation et d'appréhension lorsque j'ai commencé mon périple dans la nature. La première journée s'est déroulée dans le flou de l'installation du campement, de la collecte de bois de chauffage et de l'exploration des environs. La forêt était belle mais impitoyable. J'étais prudent, je suivais méticuleusement mon plan, j'installais des collets et des pièges, et j'étais constamment à l'affût des signes d'animaux sauvages. La forêt noire avait la réputation d'être un royaume de défis, mais rien ne m'avait préparé à l'effroi qui a commencé à s'installer le deuxième jour. J'ai remarqué quelque chose d'étrange, des traces qui n'étaient pas typiques de la forêt. Les empreintes étaient plus grandes, plus définies, comme si quelqu'un avait délibérément essayé d'obscurcir leur présence. En suivant ces pistes, je suis tombé sur quelque chose d'horrible, les vestiges de ce qui ressemblait à un camping récent. Des objets éparpillés, une tente déchirée, une chemise tachée de sang et une odeur faible mais indubitable, la pourriture. Un frisson me parcourut l'échine. La forêt, avec sa tranquillité trompeuse, cachait quelque chose de sinistre. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. Chaque bruissement dans les sous-bois, chaque claquement d'une brindille sous mes pieds, me mettait sur les nerfs. Je suis devenu de plus en plus paranoïaque, mais j'ai persévéré, déterminé à relever mon défi. Le troisième jour, j'étais épuisé, à la fois physiquement et mentalement. J'avais trouvé d'autres preuves de la disparition d'autres aventuriers, leur équipement abandonné, leurs affaires éparpillées. Les indices indiquaient une fin brutale. L'idée que quelqu'un ou quelque chose s'attaquait à ces aventuriers est devenue une réalité terrifiante. J'ai trouvé une traînée grotesque de carnage qui m'a conduit à une scène macabre. Les restes de plusieurs individus, leurs corps mutilés d'une manière à la fois glaçante et indubitable. Il était clair que le responsable n'était pas seulement un prédateur, c'était quelque chose de beaucoup plus malveillant. La panique s'est installée. Je n'avais aucune idée de qui ou de quoi il y avait là-bas, mais je savais que je devais rester vigilant. Le lendemain, j'ai entendu un bruit qui m'a fait battre le cœur, un grognement sourd et guttural qui semblait résonner dans la forêt. J'ai alors réalisé que je n'étais plus seulement en train d'explorer, j'étais pourchassé. Chaque bruit dans la forêt devenait une menace potentielle. Je ne pouvais plus faire la différence entre les bruits naturels de la forêt et ceux qui étaient délibérément destinés à me faire peur. La chasse a commencé. J'ai essayé de rester caché, me déplaçant silencieusement à travers les broussailles.
mais c'était en vain. Le chasseur était habile, expérimenté et implacable. Sa présence était partout, une ombre dans les arbres, un bruissement dans les feuilles. Je l'ai aperçu, une silhouette se déplaçant avec une précision inquiétante, toujours hors de portée. Je pouvais sentir les yeux du chasseur sur moi, qui regardait, attendant le bon moment pour frapper. Le 5e jour, ma chance s'est épuisée. J'étais épuisé et désorienté. J'avais fait une erreur critique. J'étais trop confiant dans ma capacité à déjouer mon poursuivant. J'ai été pris dans l'un des pièges du chasseur, un nœud coulant fait d'une corde solide qui s'est resserrée autour de ma cheville, me tirant de mes pieds et me balançant impuissant. J'ai lutté, mais cela n'a servi à rien. Le chasseur sortit de l'ombre, le visage obscurci par un masque grotesque, un sourire tordu se répandant sur ses traits. Il s'est approché de moi lentement, savourant le moment. J'étais terrifié, mais déterminé à ne pas céder facilement. Alors qu'il se dressait au-dessus de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un homme. C'était un prédateur qui considérait les humains comme la proie ultime. Ses yeux brillaient d'un plaisir sadique, comme si la poursuite était devenue un jeu pour lui. Il m'a traîné jusqu'à sa tanière, un abri de fortune caché au fond de la forêt, une fosse caverneuse où il avait caché les restes de ses précédentes victimes. Le spectacle était horrifiant. Des corps à divers stades de décomposition, des effets personnels éparpillés parmi les restes et des outils utilisés pour son horrible travail. C'était un témoignage effrayant de la brutalité qui s'était produite dans cette forêt. Dans mon désespoir, je savais que je devais agir rapidement si je voulais survivre. J'ai réussi à me libérer du piège à l'aide d'un couteau caché que j'avais gardé en cas d'urgence. Je n'avais pas le temps d'éprouver du dégoût ou de la peur. La survie était mon seul objectif. Le chasseur a été momentanément distrait, ce qui m'a donné une chance de m'échapper. J'ai pris ce que j'ai pu, quelques provisions et une arme de fortune, et je me suis enfui dans la forêt. La forêt, devenue mon ennemi autant que ma prison, est devenue un labyrinthe de terreur. Chaque pas semblait être un piège mortel potentiel. Le rire du chasseur résonnait à travers les arbres, un son qui hantait chacun de mes mouvements. L'environnement semblait conspirer contre moi. Les branches s'étendaient comme des mains agrippantes, et le sol de la forêt était un enchevêtrement de racines et de sous-bois. Malgré mon désespoir, j'ai réussi à utiliser ma connaissance de la forêt à mon avantage. J'ai installé mes propres pièges en espérant ralentir le chasseur. J'ai utilisé le terrain à mon avantage, créant de fausses pistes et des cachettes. Le chasseur était implacable, mais il n'était pas infaillible. Il y a eu des moments où j'ai pu lui échapper en utilisant mes connaissances de la survie et mon endurance physique pour rester en tête. Le 7e jour, alors que mes forces diminuaient et que mon espoir diminuait, je suis tombé sur un sentier étroit qui sortait de la forêt. C'était une lueur d'espoir dans une situation autrement sombre. J'ai suivi le chemin avec toute l'énergie qui me restait. La présence du chasseur devenant une menace lointaine à mesure que je m'approchais de la lisière de la forêt. Quand j'ai finalement émergé de la forêt noire, j'étais à peine reconnaissable. Échevelé, épuisé et couvert de crasse. La vue de la civilisation était à la fois un soulagement et un choc. J'avais survécu, mais l'expérience m'avait laissé des cicatrices. La forêt m'avait mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper, et le fait de savoir que j'avais été chassé comme une proie était une réalité que j'emporterais avec moi pour toujours. Par la suite, j'ai appris que la forêt noire ne présentait pas que des dangers naturels. Il cachait une présence plus sombre, plus sinistre. Le chasseur n'a jamais été retrouvé, et la forêt est restée un lieu de mystère et de peur. Mon expérience m'a rappelé la mince ligne entre l'aventure et la terreur, et la réalité obsédante que parfois, les plus grandes menaces viennent de l'intérieur des endroits mêmes que nous cherchons à conquérir. J'ai toujours été animé par l'appât de l'inconnu, une passion qu'elle a allumée dans ma jeunesse par les récits d'explorateurs qui se sont aventurés au cœur de territoires inexplorés. Mon nom est Pedro Nogueira, un explorateur brésilien de 40 ans, et le travail de ma vie a été consacré à la cartographie des coins inexplorés de la forêt amazonienne.
Récemment, je me suis lancé dans ce que je pensais être une autre expédition de routine. Une exploration d'une région éloignée marquée par d'anciens sentiers indigènes. Un endroit qui avait à peine vu la lumière de la civilisation. Le voyage a commencé avec l'excitation et l'anticipation habituelles. Mon équipe d'assistance m'a déposé à un endroit désigné, et avec un équipement minimal et un sens de l'aventure, je me suis aventuré dans le feuillage dense. L'Amazonie est un royaume d'une immense beauté et d'une complexité intimidante. Un endroit où chaque ombre et chaque bruissement recèlent un mystère. Ma tâche consistait à naviguer dans cette vaste étendue et à documenter les chemins inexplorés. J'avais confiance en mes compétences et en mon expérience, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui m'attendait. Je suivais un sentier prometteur depuis plusieurs jours, ma carte et ma boussole me guidant à travers l'épais sous-bois. Les premiers signes d'un chemin bien tracé ont rapidement cédé la place à un terrain moins défini et plus difficile. C'était exaltant de ressentir le frisson de la découverte, mais en m'aventurant plus profondément, je me suis rendu compte que je m'étais écarté de la route prévue. Le sentier, une fois dégagé, est devenu de plus en plus alambiqué et inconnu. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réalise que j'étais perdu. La panique s'est installée lorsque les points de repère familiers ont disparu, remplacés par un labyrinthe désorientant d'arbres et de vignes. La jungle, autrefois un beau labyrinthe, semblait maintenant comme une force vaste et oppressante se refermant autour de moi. Je m'attendais à ce que la jungle soit traîtresse, mais la réalité était bien plus intimidante. Mon sens de l'orientation me faisait défaut, et la canopée toujours présente au-dessus semblait se déplacer, ce qui rendait difficile de déterminer l'heure de la journée. Alors que j'errais sans but, j'ai commencé à remarquer des signes de présence humaine, de la fumée s'élevant au loin, des restes de ce qui ressemblait à de vieux feux de camp. Mon soulagement initial a rapidement été éclipsé par une prise de conscience troublante. Les signes que j'ai vus n'étaient pas ceux d'une expédition amicale ou d'une équipe de recherche. Au lieu de cela, ils ont fait allusion à quelque chose de bien plus sinistre. Il y avait des restes de vêtements, du matériel mis au rebut et des traces de ce que l'on ne peut décrire que comme des abris de fortune. Le sentiment d'être observé se renforçait à chaque pas. Les jours se sont transformés en un flou de désespoir et d'épuisement. J'étais à court de provisions et mes tentatives pour trouver une issue ont été infructueuses. Mon environnement est devenu de plus en plus étrange lorsque je suis tombé sur ce qui semblait être un camp plus structuré. Au début, il ressemblait à un camp de base installé par des explorateurs ou des chercheurs. Cependant, à mesure que je m'approchais, l'horrible vérité est devenue évidente. Le camp n'était pas un havre de paix, mais le site horrible d'une opération illégale. Le camp était un cauchemar. Il y avait des outils chirurgicaux rudimentaires éparpillés et l'air était épais d'une odeur de décomposition. Des taches de sang marquaient le sol, et je pouvais voir des restes de ce qui avait été autrefois des corps humains. Le camp était le centre d'un commerce horrible, le trafic d'organes. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'étais au milieu d'un réseau de criminels qui capturaient et exploitaient les gens, prélevant leurs organes pour les vendre sur le marché noir. Les preuves de leur horrible commerce étaient partout. La peur m'a envahi lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'étais tombé au cœur d'une opération criminelle et ils étaient au courant de ma présence. Les trafiquants, armés et impitoyables, me surveillaient probablement depuis des jours. Ma tentative d'évasion a été vaine. J'ai été rapidement encerclé et capturé. Être emmené dans leur base cachée était comme entrer dans un cauchemar vivant. Le camp était un labyrinthe d'installations médicales de fortune et de cellules de détention. J'ai été jeté dans une petite pièce sombre où je pouvais entendre les cris étouffés et les hurlements des autres captifs. Les trafiquants étaient brutaux et efficaces. Ils semblaient opérer avec un détachement froid, accomplissant leurs horribles tâches avec une précision clinique. J'ai été forcé d'assister de mes propres yeux à leurs opérations. Le prélèvement des organes, la préparation de la vente et l'élimination des restes. La cruauté pure et simple de tout cela était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Malgré les obstacles,
j'ai trouvé un moment d'opportunité. Les trafiquants ont été momentanément distraits et j'ai saisi l'occasion de m'échapper. La lutte pour ma liberté a été brutale. J'ai réussi à maîtriser un garde et à m'enfuir dans la jungle. Mais les blessures que j'ai subies pendant la lutte ont rendu la fuite atrocement difficile. La jungle, qui avait été autrefois un obstacle, semblait maintenant comme un adversaire en soi. Mes blessures étaient graves et l'environnement m'offrait peu de réconfort ou de soulagement. À chaque pas, la jungle devenait plus oppressante. La douleur de mes blessures était accablante et mes forces s'affaiblissaient. J'ai essayé de suivre la direction que j'espérais me ramener à la civilisation, mais le feuillage dense et l'aggravation de mon état rendaient presque impossible la navigation. Ma fièvre s'est aggravée et l'infection de mes plaies a commencé à se propager. L'espoir s'est amenuisé lorsque j'ai réalisé que mes chances de survie diminuaient rapidement. J'étais au bord de l'effondrement quand j'ai finalement succombé à mes blessures. Mes forces m'ont lâché et je suis tombé au sol, la jungle se refermant autour de moi. La forêt, autrefois mystérieuse et belle, était devenue un tombeau. Mon corps, affaibli et brisé, a finalement été avalé par l'immensité implacable de l'Amazonie. La jungle m'a pris non seulement la vie, mais aussi l'horrible vérité de ce que j'avais découvert. Ma disparition était un mystère perdu dans l'immensité de la forêt, et la réalité brutale de l'opération de trafic d'organes que j'avais découverte restait enfouie dans ses profondeurs. L'Amazonie, avec ses secrets impénétrables et sa nature inflexible, a fait en sorte que mon histoire, et la vérité sur les horreurs dont j'avais été témoin, n'atteindrait jamais le monde extérieur. Mon destin est un sombre rappel des dangers qui se cachent dans les endroits les plus reculés et les plus sauvages du monde. La jungle, avec toute sa beauté et ses périls, a fait une autre victime, ne laissant derrière elle que des ombres et des questions sans réponse. Quand je repense à ce week-end fatidique, je suis hanté par le contraste saisissant entre la beauté saisissante de la forêt boréale et les choix déchirants que j'ai dû faire. Mon frère Thomas et moi avons toujours partagé une passion pour la chasse, une passion qui, ces dernières années, était devenue plus un souvenir qu'une pratique. En vieillissant, la vie et ses responsabilités avaient creusé un fossé entre nous. Ce voyage avait pour but de combler ce fossé, de nous reconnecter et de redécouvrir la camaraderie qui définissait autrefois notre relation. Thomas avait 32 ans et moi 28 ans. Nous étions des chasseurs chevronnés, familiers avec le terrain accidenté et le temps imprévisible de la nature sauvage canadienne. Nous sommes partis avec l'optimisme de raviver notre lien en direction de la vaste étendue de la forêt boréale. La forêt était animée par le bruissement des feuilles et les appels lointains de la faune, un rappel brutal de la splendeur indomptable de la nature. Notre plan était simple. Passer 2 jours à chasser dans une région que nous connaissions bien, un endroit où notre père nous avait emmenés il y a des années. Nous avons planté notre tente près d'une petite clairière, entourée de pins imposants et d'un sous-bois dense typique de la région. Le premier jour s'écoula avec l'aisance de la familiarité, le frisson de la chasse nous rappelant les temps plus simples. Nous avons parlé, ri et nous nous sommes remémorés notre enfance, le genre de conversation qui était devenu rare dans notre vie d'adulte. Le deuxième jour, cependant, tout a changé. Alors que nous nous aventurions plus profondément dans la forêt, Thomas a repéré une cible potentielle et a suivi avec impatience une piste. Je suis resté à la traîne, mes pensées revenant à nos conversations précédentes. Soudain, j'ai entendu un cri, suivi d'un bruit de fracas. Je me précipitai en avant et trouvai Thomas étendu au fond d'un ravin étroit. Il avait fait une chute d'environ 10 pieds et était clairement à l'agonie. Sa jambe était tordue à un angle anormal et il se tordait de douleur. Le voir comme ça était presque trop difficile à supporter. J'ai essayé de le réconforter, mais il était clair que sa blessure était grave. Nous étions à des kilomètres de la civilisation et l'aide la plus proche est à au moins une journée de voyage. Je savais que les chances que nous nous en sortions vivants étaient minces. Le cœur lourd, j'ai pris la décision d'essayer de le ramener au camp. Le terrain était traître et le poids de sa blessure faisait des ravages sur moi.
Chaque pas était une lutte. Le sol de la forêt était inégal et jonché de rochers et de racines. J'ai fabriqué une civière de fortune à partir de notre équipement, en le soulevant soigneusement dessus. La pluie avait commencé à tomber, transformant le chemin en un désordre glissant et boueux. Le froid s'est installé rapidement, ajoutant à la triste réalité de notre situation. Au fil des heures, la douleur dans la voix de Thomas est devenue un rappel constant de l'urgence de notre situation. J'étais épuisé, mais ma détermination n'a jamais faibli. Je savais que le quitter n'était pas une option, pas quand il y avait une chance, aussi mince soit-elle, de le sortir vivant. Au moment où j'arrivais au camp, le jour déclinait et l'obscurité s'installait. J'étais trempé, mes vêtements s'accrochaient à moi, et le froid avait commencé à s'infiltrer dans mes os. L'état de Thomas s'aggravait. L'hypothermie s'installait, et ses marmonnements fiévreux devenaient incohérents. La dure réalité était que notre situation était désastreuse. À l'approche de la nuit, j'ai réalisé que je n'aurais peut-être pas assez de temps pour obtenir de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. L'obscurité était maintenant complète et la forêt autour de nous s'animait des bruits des créatures nocturnes. Le sentiment d'isolement était écrasant. Le désespoir m'a fait penser à toutes les solutions possibles, dont aucune ne semblait réalisable. J'ai pensé à aller chercher de l'aide, mais la route la plus proche était trop loin. Notre téléphone satellite avait perdu son signal plus tôt, nous laissant sans aucun moyen de communication. Je me suis retrouvé face à un choix brutal, rester avec Thomas et le regarder mourir lentement, ou essayer de me sauver et chercher de l'aide, l'abandonnant à un destin incertain. Le cœur lourd et l'esprit déchiré par la culpabilité, j'ai décidé de m'aventurer dans l'obscurité. J'ai enveloppé Thomas dans notre équipement le plus chaud, essayant de le protéger du froid envahissant, et je suis parti avec l'intention d'atteindre la route la plus proche. J'avais à peine fait quelques centaines de yards que j'ai entendu un bruit inquiétant, un grognement bas et guttural. J'ai eu le souffle coupé à la gorge quand j'ai réalisé qu'un prédateur avait été attiré vers nous, probablement par l'odeur du sang de Thomas. Le lobo émergea de l'obscurité, ses yeux brillaient d'une manière menaçante. J'ai attrapé une lampe de poche et l'ai agitée frénétiquement, dans l'espoir de l'effrayer, mais la bête ne s'est pas découragée. Il s'est jeté sur moi avec un grognement féroce, et j'ai ressenti une douleur brûlante lorsque ses dents se sont enfoncées dans mon bras. Je me suis battu de toutes mes forces, réussissant à le repousser assez longtemps pour m'échapper. Mais j'étais blessé, et le loup m'avait laissé saignant et faible. Je suis rentré au camp en titubant, mes forces déclinant. La morsure sur mon bras saignait abondamment et je devenais de plus en plus désorienté par la perte de sang et l'épuisement. Mon corps me lâchait et je savais que je devais prendre une décision finale. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Thomas, qui était maintenant inconscient, sa respiration étant à couper le souffle. Le quitter a été la décision la plus atroce que j'ai jamais prise. Mais mon instinct de survie m'a poussé à aller de l'avant. Je ne pouvais plus risquer ma propre vie. J'ai surmonté la douleur et la fatigue, me forçant à continuer sur le chemin que j'avais choisi. Le froid était mordant et mes blessures faisaient de chaque pas une bataille. J'étais à peine conscient quand j'ai finalement atteint la route, mais les secours étaient enfin en route. Je me suis effondré sur le bord de la route, mon corps cédant sous l'effort. J'ai survécu cette nuit-là, mais le coup a été un lourd fardeau que je porterai pour toujours. L'équipe de secours m'a trouvé et a fini par localiser Thomas, mais il était trop tard. Il avait succombé à ses blessures, et je me suis retrouvé avec le poids écrasant de savoir que ma décision avait conduit à sa mort. Chaque nuit depuis, j'ai rejoué les événements dans ma tête, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. La forêt boréale, autrefois un lieu d'aventure et de fraternité, est devenue un monument à mon échec. Il me reste la marque indélébile de ce terrible choix, un rappel des limites de l'endurance humaine et des conséquences inéluctables de la survie. J'ai toujours été quelqu'un qui cherchait du réconfort dans la nature. Quand la vie est devenue écrasante, j'ai su où aller pour me retrouver. Les arbres sans fin, le ciel immensé, le vent contre ma peau,
Ce sont les choses qui m'ont ancré quand tout le reste avait l'impression de m'échapper. Mais les derniers mois avaient été différents. L'obscurité s'était glissée dans mes pensées, obscurcissant tout ce que j'aimais autrefois. La dépression, comme il l'appelait. Je me sentais juste vide. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la randonnée à travers Östmarka, une forêt pas trop loin d'Oslo. J'avais besoin de me reconnecter, de trouver quelque chose de réel au milieu de l'engourdissement. C'était au début de décembre. Les jours devenaient de plus en plus courts et froids de semaine en semaine. Les prévisions étaient désastreuses, annonçant une tempête de neige qui balayerait la région. Mais je les ai ignorées. Quelque chose dans l'idée de marcher dans une forêt enneigée, seul avec mes pensées, m'a séduit d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Peut-être avais-je envie de solitude, de tranquillité, de chance de me perdre et, espérons-le, de trouver quelque chose qui vaille la peine de s'y accrocher. Je suis parti tôt ce matin-là, le ciel d'un gris terne et oppressant. La neige avait déjà commencé à tomber légèrement, saupoudrant le sol comme du sucre sur un gâteau. L'air était vif, me mordant les joues, mais cela ne me dérangeait pas. Cela m'a fait me sentir vivant. J'ai marché pendant des heures, le bruit de mes bottes craquant dans la neige étant le seul bruit pendant des kilomètres. J'avais une carte, mais je ne l'ai pas utilisée. Je connaissais assez bien la forêt, du moins c'est ce que je pensais. Au fur et à mesure que la journée avançait, la neige commençait à tomber plus abondamment, d'épais flocons tourbillonnant dans le vent. Le ciel s'est assombri et j'ai réalisé trop tard que je m'étais éloigné du sentier principal. J'ai essayé de faire demi-tour, mais la neige avait déjà recouvert mes empreintes. La panique a commencé à s'installer, mais j'ai forcé à descendre en me disant que je pouvais trouver mon chemin. J'étais déjà allé à Östmarka de nombreuses fois auparavant. Je savais comment me débrouiller dans la nature. Mais la tempête devenait plus violente. Le vent hurlait à travers les arbres comme une chose vivante. Le froid s'est aggravé, me rongeant les doigts et les orteils. Et bientôt, je n'ai plus pu distinguer une direction d'une autre. J'étais bel et bien perdu. Il n'a pas fallu longtemps à la peur pour resserrer son emprise sur ma poitrine. Je savais à quel point ces forêts pouvaient être dangereuses, surtout dans une tempête comme celle-ci. L'hypothermie était une menace réelle et j'étais terriblement mal préparé. Le désespoir s'est installé et j'ai commencé à chercher un abri. La neige était aveuglante maintenant. Le monde autour de moi réduit à un flou blanc. Ma respiration s'est faite par halètement, le froid me brûlant les poumons. Juste au moment où je pensais ne pas pouvoir faire un pas de plus, j'ai repéré quelque chose à travers la neige. Une forme sombre, à moitié enfouie sous les congères. En m'approchant, je me suis rendu compte que c'était une cabane, vieille et décrépite, mais toujours debout. Un soulagement m'a envahi alors que je trébuchais vers lui, mes jambes pouvant à peine me porter sur les derniers mètres. La porte était raide de froid, mais j'ai réussi à la forcer à s'ouvrir. À l'intérieur, la cabine est aussi froide que l'extérieur, l'air épais d'une odeur d'humidité et de décomposition. C'était une chambre individuelle avec une petite cheminée, une table en bois branlante et un lit recouvert de couvertures poussiéreuses et rongées par les mites. On aurait dit que personne n'y était allé depuis des années. Je savais que la cabine n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Au moins, cela me protégerait du vent. J'ai cherché tout ce que je pouvais utiliser pour allumer un feu, mais il n'y avait rien. La cheminée était vide, le tas de bois à l'extérieur enfoui sous des pieds de neige. J'ai trouvé une vieille boîte d'allumettes dans un tiroir, mais elles étaient humides et inutiles. Je me suis enveloppé dans les couvertures du lit, bien qu'elles offraient peu de chaleur. Les heures s'écoulaient lentement, la tempête faisant rage à l'extérieur avec une férocité qui ébranlait les murs de la cabane. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer dans mes os, drainant mes forces à chaque minute qui passait. Mes pensées ont commencé à se brouiller, glissant dans un brouillard d'épuisement et de peur. J'ai essayé de rester éveillé, sachant que si je m'endormais, je ne me réveillerais peut-être plus. Mais le froid était implacable, un ennemi cruel qui ne faisait pas de quartier. À la tombée de la nuit, la température baissait encore plus. Le vent hurlait dehors, et la cabine grinçait et gémissait comme si elle pouvait s'effondrer à tout moment.
Je me blottis dans un coin, frissonnant de manière incontrôlable, mes dents claquant si fort que j'ai cru qu'elles allaient se casser. Les ténèbres me pressaient, épaisses et suffocantes. J'essayais de me concentrer sur le fait de rester éveillé, de rester en vie, mais il devenait de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts. Mon esprit a commencé à me jouer des tours. J'ai vu des ombres se déplacer dans les coins de la pièce. J'ai entendu des chuchotements qui ne pouvaient pas être là. Je me suis dit que c'était juste le vent, mais au fond de moi, je savais que c'était quelque chose de plus. La cabane était vieille, oui, mais il y avait de la malveillance, un sentiment de quelque chose qui attendait dans l'obscurité, quelque chose qui était là bien avant mon arrivée. Cette pensée me terrifiait, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas partir. La tempête m'a pris au piège. À un moment donné, j'ai dû m'endormir parce que quand j'ai ouvert les yeux, c'était le matin. La tempête s'était calmée, le vent s'était réduit à un faible gémissement, mais le froid était pire que jamais. Mon corps était raide, mes doigts engourdis et inutiles. J'ai essayé de bouger, mais c'était comme si mes muscles avaient oublié comment. La panique a jailli en moi, mais je l'ai repoussée. J'avais besoin de rester calme, de réfléchir. J'ai dû sortir de là. Je savais que si je restais dans la cabine, je mourrais. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été accueilli par un mur de neige. Il s'était accumulé pendant la nuit, bloquant complètement l'entrée. J'étais piégé. J'ai essayé de creuser pour m'en sortir, mais mes mains étaient trop froides, trop faibles. La neige était comme de la glace, dure et inflexible. Après ce qui m'a semblé être des heures de lutte, j'ai abandonné et je me suis effondré sur le sol en signe de défaite. Les heures ont passé, mais elles m'ont semblé des jours. Mon esprit vagabondait, glissant dans et hors de la conscience. J'ai pensé à ma famille, aux gens que j'aimais, à la vie que j'avais vécue. Je me demandais s'il me trouverait un jour, si quelqu'un saurait même que j'étais parti. La pensée que je pourrais mourir seul dans cette cabane, ensevelie sous la neige, me remplissait d'un chagrin profond et douloureux. Lorsque la lumière a commencé à s'estomper, j'ai su que la fin était proche. J'étais trop faible pour bouger, trop froid pour réfléchir. Ma respiration s'est faite par halètements superficiels, tous plus douloureux les uns que les autres. J'ai pensé aux choses que je n'avais pas faites, aux endroits que je n'avais pas vus. J'ai pensé à la vie que j'avais essayé de trouver et à la façon dont elle m'échappait à chaque seconde qui passait. Il y a eu un moment, juste avant que l'obscurité ne me prenne, où j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. C'était comme si la forêt elle-même m'enveloppait dans ses bras, m'accueillant dans son étreinte froide. Je n'avais plus peur. Je n'étais rien. Juste une partie du blanc sans fin, un fantôme perdu dans la neige. Lorsqu'ils ont finalement trouvé la cabane, des semaines plus tard, ils n'ont rien trouvé d'autre qu'une coquille vide, à moitié enterrée dans les bancs. Il n'y avait aucun signe de moi, aucune trace de la vie que j'avais vécue autrefois. Juste le silence, le genre que seule la neige peut apporter. Et quelque part, au fond de la forêt, je reste une partie du paysage, à jamais perdu dans le froid. Lorsque j'ai décidé d'installer mes enfants dans une cabane isolée dans les Pyrénées, ce n'était pas un choix né d'une fantaisie. Le poids de la mort récente de ma femme pesait lourdement sur moi, et je cherchais du réconfort dans l'isolement, espérant que la quiétude des montagnes nous offrirait un peu de répit à notre chagrin. Je suis Arnaud Dubois, un homme de 40 ans qui vivait autrefois une vie de contentement ordinaire, maintenant transformé en un père fatigué, aux prises avec le vide insupportable laissé par l'absence de ma femme. Notre nouvelle maison était censée être une retraite, un endroit où nous pourrions commencer le lent et douloureux processus de guérison. Ce que nous ne savions pas, c'est que la forêt avait ses propres plans pour nous. La cabane était nichée au plus profond de la forêt, entourée d'arbres centenaires dont les branches noueuses semblaient s'étendre comme des doigts squelettiques. Au début, le cadre était serein, presque pittoresque. Le silence des bois, rompu seulement par l'appel lointain d'un oiseau ou le bruissement des feuilles, contrastait fortement avec le bruit chaotique de nos vies d'avant. Mais bientôt, ce silence a commencé à passer de l'apaisement à l'oppression. Ça a commencé subtilement. Une ombre fugace à la limite de ma vision,
un sentiment d'être observé. Je l'ai attribué à mon imagination débordante, alimentée par le stress et les nuits blanches. Les enfants, Léa et Julien, essayaient de s'adapter, leur esprit juvénile égayant parfois l'atmosphère sombre. Pourtant, même eux ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. C'est Léa qui a mentionné la première avoir vu une silhouette entre les arbres, une forme sombre qui semblait nous observer de loin. J'ai écarté ces préoccupations, supposant qu'il s'agissait simplement d'un tour de la lumière ou d'une imagination débordante. Cependant, au fil des jours, les observations sont devenues plus fréquentes. La figure apparaissait plus proche à chaque fois, toujours tapie à la périphérie de notre vision, disparaissant chaque fois que nous tournions notre regard directement vers elle. Ce n'était plus une simple invention de notre esprit, c'était réel. Poussé par un mélange d'effroi et de curiosité, j'ai décidé d'enquêter. Un après-midi, armé d'une lampe de poche et d'un but, je me suis aventuré dans la forêt. Les arbres semblaient se refermer autour de moi pendant que je marchais, leurs formes tordues projetant des ombres étranges sur le sol de la forêt. C'est là, au milieu des sous-bois épais, que je suis tombé sur quelque chose d'inquiétant. D'anciens symboles gravés dans les troncs des arbres. Ils étaient grossiers et altérés, mais indubitablement délibérés. Les symboles semblent être une forme de marquage primitif, comme si les arbres eux-mêmes étaient vivants avec une histoire que je ne pouvais pas comprendre. De retour à la cabine avec un sentiment de malaise croissant, j'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être étaient-ils des vestiges d'anciens rituels ou des signes laissés par les habitants précédents. Pourtant, au fur et à mesure que les jours passaient, la présence devenait plus audacieuse. Je pouvais sentir son regard malveillant même quand j'étais à l'intérieur, le sentiment d'être observé ne me quittant jamais. Les ombres semblaient chuchoter, bien que je ne puisse distinguer de mots cohérents. La forêt a commencé à réagir à notre présence. Ce qui avait été autrefois un lieu de calme semblait maintenant animé d'une énergie menaçante. Le vent hurlait à travers les arbres avec une intensité surnaturelle, et le sol semblait se dérober sous nos pieds. Plus nous essayions de l'ignorer, plus la forêt devenait agressive. Des bruits étranges remplissaient la nuit, des cris lointains, des claquements de brindilles, et un sentiment troublant que quelque chose se déplaçait juste au-delà de la portée de nos lanternes. Un soir, alors que j'étais assis seul dans le salon, l'air s'est soudainement refroidi. Les flammes de la cheminée vacillaient sauvagement, projetant des ombres déformées sur les murs. Puis, la vision de ma femme est apparue devant moi. Son visage était un masque grotesque de chagrin et de douleur. Je l'ai contactée, mais elle a disparu, ne laissant que l'écho de ses cris angoissés. Les visions devinrent plus fréquentes, toutes plus troublantes les unes que les autres. Je ne pouvais plus faire la distinction entre la réalité et l'hallucination. Désespéré de protéger mes enfants, j'ai décidé de quitter la cabine. J'ai rassemblé Léa et Julien avec l'intention de s'échapper de la forêt oppressante. Pourtant, alors que nous tentions de partir, la forêt semblait conspirer contre nous. Les chemins que nous avions empruntés auparavant sont devenus tortueux et inconnus. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, changeant et changeant pour nous piéger dans son étreinte. La panique s'est installée alors que la forêt devenait plus hostile. Les arbres se refermèrent, leurs branches s'entremêlant pour nous barrer la route. Le chemin autrefois familier vers la cabane était maintenant un labyrinthe d'ombres et de ténèbres. Léa et Julien se sont accrochés à moi, les yeux écarquillés de peur alors que des forces invisibles semblaient les tirer. Malgré nos tentatives de fuite, nous avons été ramenés à la cabane, chaque tentative de partir ne faisant qu'aggraver notre piégeage. Au milieu de nos efforts effrénés, Léa et Julien ont disparu. C'est arrivé si vite que j'ai à peine eu le temps de réagir. Un instant, ils étaient là, et l'instant d'après, ils étaient partis, semblant avalés par les ténèbres mêmes qui nous entouraient. Mon cœur battait la chamade alors que je les cherchais, en appelant leur nom, mais la forêt n'offrait aucune réponse. Seulement le silence froid de la nuit. Seul maintenant, je faisais face à l'entité qui nous tourmentait. Ce n'était pas une simple figure, mais une force ancienne, une présence liée à la terre elle-même. Il semblait se délecter de mon désespoir,
se nourrissant de ma peur et de mon chagrin. La forêt était devenue un cauchemar vivant, un lieu où le temps et la réalité semblaient se déformer. J'errais dans ses profondeurs, mon esprit s'effilochant à chaque instant qui passait. Alors que les jours se transformaient en un cycle sans fin de jours et de nuits, j'ai commencé à perdre le contact avec la réalité. La forêt est devenue un labyrinthe sombre, les arbres chuchotant et se déplaçant autour de moi. Je ne pouvais plus dire si j'étais éveillé ou si je rêvais. Mes seuls compagnons étaient les échos de ma propre folie et les visions spectrales de ma femme et de mes enfants. Finalement, la forêt m'a emporté. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir été consumé par les ténèbres, d'être attiré dans la terre même. Lorsque les autorités sont finalement arrivées, elles ont trouvé la cabane vide, épargnée par le temps, comme si personne n'y avait jamais vécu. La forêt, elle aussi, semblait inchangée, ses secrets cachés sous des couches de bois anciens et d'ombre. La cabane dans les Pyrénées reste un lieu de mystère, un témoin silencieux des horreurs qui se sont déroulées entre ses murs. Il témoigne de la force sombre et énigmatique qui réside au cœur de la forêt, attendant que la prochaine âme s'approche trop près de son emprise.